vraiment de vos projets à vous. Donc, quand ça concerne vraiment le cahier des charges, les critères de sélection, etc., là, je vous invite à poser vos questions dès maintenant dans le chat ou au fur et à mesure de la présentation. Et par contre, quand ça concerne vraiment votre projet en particulier, là, ce sera plutôt en groupe. Donc, lorsque vous ne parlez pas, vous pouvez éteindre votre micro. Je vais dès que je passerai la parole à ma collègue, je vous remettrai dans le chat en lien le cahier des charges de l'appel à projet pour que vous puissiez aussi l'avoir sous les yeux. Ça peut être utile. Puis, et ben voilà, et ben on peut commencer. Donc, j'espère que vous voyez bien ma présentation. Alors, j'ai juste un petit... Oui, on la voit bien. Merci. Voilà, donc je vais commencer à dérouler. Donc, comme on l'a dit un petit peu en introduction, la matinée va se dérouler en 3 temps. Tout d'abord, un temps de présentation de l'appel à projet par l'équipe ESS du département. Ensuite, nos partenaires de l'ESS en Val-de-Marne feront une courte présentation de ce qu'ils font et de leur propre dispositif. Et ensuite, on fera une session en groupe. Donc, vous allez être répartis dans 3 groupes dans lesquels il y aura systématiquement un membre de l'équipe ESS du département, un ancien lauréat de l'appel à projet qui pourra faire part un petit peu de son expérience et on répondra à vos questions. Et puis, on aura aussi en sous-groupe nos partenaires qui pourront aussi apporter des éclairages. Alors moi, je vais commencer par vous présenter, peut-être je vais commencer par me présenter. Donc moi, je suis Mélisande Pavillier, je travaille au sein de l'équipe ESS du conseil départemental depuis 4 ans. Je travaille plutôt sur les questions d'animation du réseau ESS, donc tout ce qui va être collectif. Et sur le plan d'action, le plan de soutien départemental à l'ESS qui devrait être voté le 12 avril, donc plutôt sur les questions stratégiques et également sur la thématique du réemploi solidaire en particulier. Cet appel à projet, il vous est proposé par le conseil départemental. Le conseil départemental du Val-de-Marne, c'est 8000 personnes. Donc, quand vous vous adressez à nous, on n'est pas forcément en lien avec les 8000 autres agents du département. Donc, ça me semble utile de préciser que nous sommes la direction de l'emploi, des formations et de l'innovation sociale, DEFI, c'est facile à retenir. Au sein de cette direction, donc on a un service innovation territoriale et responsable, et c'est là que vous trouvez l'équipe ESS. Votre contact pour l'appel à projet en particulier, c'est Mylène Marie-Magdeleine qui va vous présenter l'appel à projet en détail. C'est elle qui sera vraiment votre interlocutrice privilégiée pour tout ce qui concerne l'appel à projet. C'est elle qui vous fera les réponses. Parfois, ce sera nous aussi parce qu'on l'aide aussi, hein, parce que c'est un travail d'équipe, mais c'est Mylène qui pilote ce dispositif. Excusez-moi, vous pouvez dire l'ESS? ESS, économie sociale et solidaire. Merci. Un tout petit mot sur le contexte dans lequel on est actuellement. On a souhaité reconduire l'appel à projet cette année un petit peu dans ses modalités historiques. Les élus ont soutenu cette proposition. Donc, on a un budget à peu près similaire à l'an dernier, avec même une petite dimension qui nous permettra de financer un petit peu d'investissement cette année. C'est important de le préciser parce que on intervient beaucoup en soutien des acteurs du fait de la crise. On a débloqué un fonds d'urgence l'an dernier de 70 000 €, je crois, qui nous a permis d'attribuer des aides d'urgence aux acteurs de l'ESS qui étaient les plus en difficulté. Et pour autant, le département, lui, il n'a pas reçu d'aide de l'État spécifique pour le Covid. Donc, c'est important de le souligner parce que nous, on travaille à budget constant par rapport aux autres années.
Et on a des dépenses qui sont croissantes parce que juste sur l'an dernier, on a eu 5000 bénéficiaires du RSA en plus qui demandent de l'accompagnement et qui demandent à ce qu'on leur verse le RSA, évidemment, hein. Donc, en termes d'impact budgétaire, c'est vraiment lourd pour le département. Je vous précise tout ça parce que finalement, ça montre que l'économie sociale et solidaire au département, elle est vraiment perçue comme un outil au service de la cohésion sociale et territoriale. C'est pour ça que nous, on a réussi à garantir un budget constant malgré les dépenses qui augmentent pour le département. Mais du coup, ça va impliquer quand même des critères qui vont être peut-être un petit peu plus sélectifs cette année, notamment sur les questions d'inclusion, d'insertion, éventuellement de création d'emplois. Alors, cette 10e édition de l'appel à projet, pour notre politique de soutien à l'ESS, elle s'inscrit notamment dans ce plan de soutien départemental à l'ESS qu'on va faire voter le 12 avril, mais sur lequel on travaille déjà depuis un an, qui contient 6 axes stratégiques et 18 objectifs opérationnels. Je ne vais pas forcément tous vous les présenter. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le fait de travailler avec un nouveau cadre stratégique, ça fait que les critères d'évaluation des projets et puis les modalités de candidature, ils ont été adaptés en fait aux différents axes stratégiques du plan de soutien. Par exemple, les projets, ils vont devoir s'inscrire en lien avec les politiques publiques départementales, comme l'action sociale, le développement durable, la citoyenneté, l'autonomie des personnes âgées handicapées, la politique de la ville, les questions de logement ou déplacement. Tout ça, c'est des politiques publiques qui sont gérées par le département. Et l'idée, c'est que les projets ESS qui se portent candidats vont pouvoir nourrir ces politiques-là aussi. Les projets vont devoir favoriser l'insertion des personnes les plus précaires, créer des emplois. Ils doivent aussi respecter les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Je pense par exemple à une gouvernance démocratique, l'égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre les discriminations, ou encore le bien-être au travail, le respect des salariés, des bénévoles et évidemment des bénéficiaires finaux. Les projets qui seront soutenus sont des projets qui doivent être ancrés sur le territoire du Val-de-Marne. On ne financera pas d'action qui intervient en dehors du Val-de-Marne et ils sont au service des publics du Val-de-Marne. Et ils proposent de nouvelles solutions à des besoins existants auxquels on n'a pas forcément trouvé de réponse pour l'instant. Et enfin, ils présentent un modèle économique qui devra permettre à l'activité créée de continuer après le démarrage du projet. Ça, c'est très important. Ça veut dire que quand vous allez concevoir votre budget, nous, on va pouvoir vous soutenir financièrement, mais par contre, par la suite, nous, on va s'assurer que par la suite, vous avez déjà identifié des sources de financement, que ce soit des recettes propres, d'autres formes de subventions publiques, privées, fondations, qui vont vous permettre de continuer le projet. On sera très attentif à ça, surtout en période de crise Covid. L'idée, c'est évidemment de soutenir des projets qui vont pouvoir durer sur le territoire. Par rapport au réseau ESSEMON en Val-de-Marne, ESS Aimont, toutes les actions que nous entreprenons sont menées de concert avec les acteurs du territoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on en a beaucoup. On a des représentants des établissements publics territoriaux aujourd'hui, EPT, Grand Or Lycée-Bièvre, GPSEA, PEMB. Et puis, on a nos partenaires de l'accompagnement qui vont intervenir. Donc, tout ce qu'on entreprend, on le fait toujours avec les acteurs, on le fait aussi avec vous. Et c'est un peu dans cet esprit que l'appel à projet est conçu aussi, parce que l'appel à projet, il vous permet aussi d'intégrer ce réseau, il vous permet de bénéficier d'une forme d'accompagnement et
de créer du lien avec les autres acteurs du territoire, de créer du lien avec nos partenaires. Nos partenaires sont associés au jury pour la plupart. Donc, les personnes qui vont intervenir aujourd'hui, elles seront au jury. Et puis, pour information, les événements collectifs qu'on organise dans le cadre de ce réseau sont cofinancés par le Fonds social européen. Et à ce titre-là, nous, on se doit de respecter aussi des principes transversaux qui sont l'égalité femmes-hommes, la non-discrimination et le développement durable. Donc, je vais passer, après cette petite introduction, je vais passer la parole à Mylène, qui sera donc votre référente. J'invite les personnes qui n'ont pas encore coupé les micros, Madame Rossard. Je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà, merci beaucoup. Et je passe la parole à Mylène qui va vous présenter tout ça en détail. Bon. Bonjour à tous, bienvenue à cette visio de l'appel à projet ESS du département. Donc, je vais redire, vous avez reçu un mail avec, pour ceux qui l'ont reçu, un numéro d'atelier. Pour faciliter la tâche à Bérangère, renommez-vous avec ce numéro avant de mettre votre prénom et votre nom. Et puis voilà, et puis je vais commencer. Donc, je vais commencer par les dates clés. Donc, vous avez les précandidatures en ligne jusqu'au 22 février. Je vais revenir dessus un peu plus précisément. Une fois que vous avez précandidaté sur le site du département. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Merci. Merci. Donc, une fois que vous avez précandidaté, vous recevez, si vous êtes éligible, vous recevez un dossier de candidature qu'il faudra, je reviendrai dessus plus tard, que vous deviez retourner en format Word au 15 mars, au plus tard. Voilà. Oh, pardon. Après, une fois qu'on a vos dossiers de candidature, donc l'équipe ESS fait un deuxième tri avant de transmettre les dossiers au jury. Donc, le jury, il y a une notation par le jury et cette année, on innove, il y a une audition des candidats qui seront sélectionnés, qui auront eu les meilleures notes par le jury. Et puis après, en dernier, vous passez, tous ceux qui seront désignés futurs lauréats par le jury lors de l'audition. Vos dossiers il y aura une convention qui va passer à la commission départementale et ça, en général, c'est en été. Tu peux, Mélisa? Ouais. Voilà, pardon. Voilà, donc, 2 critères éligibles. Alors, on a 2 phases, 2 volets dans cet appel à projet. Donc, la phase d'antécréation qui concerne soit une étude de faisabilité, soit une expérimentation. Donc là, on entend, vous pouvez, dans cette étude de faisabilité, vous pouvez faire financer tout le travail, la recherche des locaux, le montage du dossier, la recherche de partenaires, voilà. Donc, des exemples, par exemple, de projets qui ont été financés en volet 1, par exemple, une étude de faisabilité pour la création d'une boulangerie d'insertion. Et puis, en 2017, c'est notre seule expérimentation, donc j'espère qu'il y en aura d'autres. DM Compost, qui sur l'expérimentation du compostage urbain, vous pourrez les retrouver en atelier 2. Donc du coup, ils vont vous parler de leur expérience. Donc ça, c'est le premier volet. Donc avant le projet, donc c'est un nouveau projet, c'est l'étape où vous allez, l'étude de faisabilité et l'expérimentation. Deuxième volet, donc le volet 2, qui est le démarrage de projet. Donc, on finance tout ce qui est ouverture de structure, Et à chaque fois, ça doit pas être le fonctionnement habituel, parce que souvent dans vos projets, vous pensez que c'est le fonctionnement habituel de la structure. Vraiment, l'appel à projet, c'est fait pour financer un nouveau projet, pas le fonctionnement habituel de votre structure. Donc,
quelques exemples de projets financés, par exemple l'ouverture d'une boutique en lien avec la ressourcerie La Pagaille qui est à Ivry-sur-Seine. Donc, ils ont été lauréats en 2019. Et puis, les amis de la course cyclette, j'espère qu'ils sont parmi nous, puisque j'ai envoyé le lien au dernier moment à Myriam, voilà, qui ont créé, déjà, on les avait financés pour leur cantine, voilà, pour leur activité traiteur, et puis une deuxième fois aussi pour leur activité logistique, voilà, de livraison avec le triporteur électrique. Voilà, donc là, on va vraiment rentrer dans les détails. Donc, comme je vous ai dit, vous avez une précandidature en ligne jusqu'au 22 février. Alors, vous nous envoyez en quelques lignes votre projet. L'équipe vous répond au bout d'une semaine, voilà, soit pour vous faire des recommandations, voilà, ou soit pour vous dire que vous êtes, voilà, que vous passez à l'étape suivante. À ce moment-là, vous recevez le dossier de candidature. Donc, dans ce dossier de candidature, on a bien repris tous les critères éligibles, c'est-à-dire tous les critères que vont juger le jury, l'ancrage territorial, la viabilité économique, si ça répond à une politique départementale, la rigueur méthodologique. Dans ce dossier de candidature, on vous demande de faire attention à votre budget. Et là, je vais laisser la parole à Philippe. Bonjour à tout le monde. Oui, dans le budget, vous avez les dépenses courantes. Et puis, on vous demandera aussi, si jamais vous faites des investissements, de bien noter vos investissements et de faire un petit budget d'investissement. Voilà, puisque cette année, on a, comme vous a dit Mélisande, on a une part d'investissement possible dans le budget de l'appel à projet. Après, vous verrez dans les documents, dans les dossiers de candidature qu'on vous enverra, vous verrez qu'il y a une annexe qui s'intitule « Bien établir son budget » où on vous invite à bien imaginer l'ensemble de vos dépenses. Parfois, on a tendance à simplement prendre des dépenses directes sans imaginer, sans inclure les frais généraux. Par exemple, si vous montez une nouvelle action, volet 2 de l'appel à projet, vous montez une nouvelle action, mais il faut que cette nouvelle action, il y a les dépenses directes liées à l'action, mais vous avez aussi à prendre en compte les frais généraux, par exemple, contribution de cette action. Enfin là, cette action va devoir payer une part d'assurance de la structure globale, une part d'électricité, une part des frais, des fonctions support, de la comptabilité, des dépenses de personnel, etc., un pourcentage du loyer, le cas échéant. Donc, il faut bien vraiment penser à prendre en compte tout ça. Par ailleurs, il y a souvent aussi un temps de travail nécessaire à l'élaboration de l'action, à la coordination, au suivi, au bilan. Donc, il faut aussi penser à ces dépenses et pas simplement aux dépenses de travail direct, parce que si vous ne pensez pas à l'ensemble de ces dépenses, vous allez avoir un sous-financement durable. Au départ, on ne s'en rend pas compte, mais par la suite, évidemment, ça peut être douloureux. Si vous prévoyez de l'investissement, alors il faudra aussi prévoir une dotation à l'amortissement. Par exemple, si vous avez un véhicule, il faudra l'amortir. Et une fois que vous avez bien compilé, agrégé toutes ces dépenses, vous pouvez ajouter jusqu'à 10% de surplus qui peuvent servir à contribuer à la pérennité de la structure, assurer un petit matelas de sécurité, un petit matelas raisonnable. On vous demande de bien prendre en compte l'ensemble des dépenses. Évidemment, on ne vous demande pas de gonfler les dépenses. Il faut essayer d'être le plus juste possible. Voilà, on verra à ce qu'il y ait un peu cette qualité. C'est vrai qu'un projet
où il nous semble qu'il y a un sous-financement. C'est une inquiétude parce qu'on se dit il y aura un problème de viabilité économique. Un projet où c'est gonflé, bon, on va dire, ils exagèrent un petit peu. Ouais, comment on va réfléchir au niveau du jury et puis de l'équipe qui instruit les dossiers. Bah, écoutez, voilà ce que j'ai fini là-dessus. Je repasse la parole à mes collègues. Merci Philippe. Donc, n'hésitez pas à poser des questions aussi dans le chat. Je vais revenir sur les critères, vraiment, l'ancrage territorial, d'être de la ville, ça ne suffit pas. Le jury, il va regarder si vous avez contacté les partenaires. Voilà, ça suffit pas de dire qu'on est une association depuis 10 ans, voilà, par exemple, dans une ville. Il faut aussi le travail avec les partenaires locaux. Donc ça, le jury va vérifier qu'il y a un travail, que vous avez. Si par exemple votre projet il existe déjà dans la ville, voilà, qu'il y a eu quand même un contact avec une autre structure. Donc la coopération, on aime bien aussi. Il ne faut pas hésiter à coopérer entre acteurs, voilà. L'utilité sociale, bien sûr, on va, voilà, ce sera très regardé. S'il y a si c'est un projet pour les femmes, si c'est un projet aussi pour les publics politiques qui sont dans les quartiers politiques de la ville. La viabilité économique, voilà, c'est un point très important. Et notamment dans la création d'emplois, surtout que dans notre axe, notre plan d'action, l'emploi est vraiment… Allô? Et on t'entend Oui. bien. Est-ce que vous C'est pouvez bon? couper votre micro, Patricia, s'il vous plaît? Ah, je sais pas. Désolée. Merci. Voilà, donc l'emploi sera bien, voilà, dans les critères, l'emploi, ça une importance pour nous si le projet va créer des emplois ou s'il va y contribuer. Voilà, on va aussi regarder, la connaissance du secteur, bien sûr, la pertinence et la rigueur de la méthode envisagée, voilà, et puis un point important aussi, si ce projet répond à nos politiques, les politiques publiques départementales. Donc, ça peut être l'autonomie, ça peut être la santé, ça peut être la petite enfance, ça peut être, si j'ai oublié mes collègues, en tous les cas, toutes les politiques que soutient le département, notamment les bénéficiaires du RSA, voilà. Donc, tout ça, ce sera bien pris en compte dans la présentation de votre projet. Tu veux peut-être parler de la différence sur les notations entre le volet 1 et le volet 2? Oui, voilà, donc dans le volet, bien sûr, dans le volet 2, on est plus exigeant sur la création d'emplois puisque c'est une structure qui va démarrer et puis voilà, et puis aussi on est sur la consolidation. Voilà, ça ne veut pas dire que dans le volet 1, on ne va pas regarder si le projet ne va pas créer d'emplois, mais c'est vrai qu'on sera plus exigeant sur la création d'emplois pour le volet 2. C'est la petite différence entre le volet 1 et le volet 2. Donc, une fois que vous avez, comme j'ai dit, donc les dossiers de candidature, comme je le répète, c'est jusqu'au 15 mars. Une fois que vous l'avez reçu, c'est que vous avez franchi une étape. Et après, une fois qu'il y aura, que vous aurez été sélectionné par le jury et aussi auditionné cette année, c'est une première expérience. Hein. Cette année, notre élu va participer au jury, c'est une première, voilà, on a un nouvel élu et qui va participer à ces auditions. Donc, une fois que vous êtes, prêt, vous êtes futur lauréat de l'appel à projet, c'est pas terminé puisqu'il y a aussi un passage en commission auprès de tous les élus, départementaux. Donc, à ce moment-là, il y a une convention qui est établie avec le département. C'est pour ça que je précise bien, c'est pour ça que des fois, on ne communique pas, même si je vous appelle et que je vous dis que vous faites partie des projets sélectionnés,
on attend toujours le passage en commission pour vous donner un courrier. Donc, vous n'aurez pas de courrier avant, même si même si on a préparé la convention ensemble, puisque effectivement, on attend le vote pour vraiment, puisque pendant le vote, il peut y avoir, voilà, une autre décision. Voilà, donc une convention avec le département quand vous êtes lauréat. La participation au réseau, c'est important, hein, voilà, que vous vous rencontriez en tant qu'acteur. Et une fois que vous êtes lauréat, c'est pas fini. On continue à vous suivre déjà dans la durée parce qu'un projet, des fois, on pense que cette année, voilà, 2020 nous a montré, voilà, avec la crise sanitaire que voilà, que des fois, le projet qu'on a prévu, il peut être plus long, il peut être modifié. Et ça, c'est ce que permet l'appel à projet. On vous donne le temps. Voilà, on ne sera pas là tout de suite. Vous n'avez pas pu faire cette année. Voilà, mais on va vous suivre. On va essayer de voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui ne marche pas. Et puis, voilà, donc on va vous suivre soit des fois aussi en vous redirigeant vers les structures de l'accompagnement, comme le BGE a dit, le dispositif local d'accompagnement. Ils vont se présenter tout à l'heure. Et puis aussi, Val-de-Marne Active, nos partenaires. On peut aussi vous rediriger vers les EPT. Des fois, votre projet n'est pas mûr, mais bon, voilà, ça peut être financé pour l'appel à projet des autres, voilà, des EPT. Et voilà. Et puis aussi, on peut vous mettre en contact avec d'autres directions du département. Voilà, quand votre projet, voilà, ça peut être nos collègues de la politique de la ville, de l'insertion, voilà, de l'environnement, voilà. Et puis un rapport final, voilà, la convention vous demande, oui, des comptes, hein, oui, on demande, voilà, des comptes. Des fois, les candidats l'oublient, mais voilà, c'est de l'argent public. Donc, du coup, voilà, on vous demande où ça en est, pas pour, voilà, pas pour sanctionner, mais pour savoir vos difficultés et comment on peut vous venir en aide. Voilà. Je réponds vite fait à la question de Maïlis, qu'est-ce que l'EPT? L'EPT, les EPT, c'est les établissements publics territoriaux. Donc, en fait, c'est les regroupements des anciennes communautés d'agglomération. Donc, il y a trois regroupements de communes sur le Val-de-Marne. Sur notre territoire, voilà. Je vous invite à bien noter si jamais vous n'avez pas encore les coordonnées de Mylène. Voilà, donc n'hésitez pas, même pendant la phase de pré-candidature, n'hésitez pas à nous appeler. Voilà, si vous avez des doutes, vous avez des questions, on est là pour vous répondre. Voilà. Ouais, il vaut mieux poser vos questions et nous appeler de façon à ce qu'on vous aide à bien remplir les cases, plutôt que de remplir tout seul le dossier et peut-être de passer à côté d'une des questions et du coup de ne pas être sélectionné. Et surtout, si vous êtes suivi par le DLA, n'hésitez pas à leur dire que voilà, que vous êtes, voilà, que vous précandidatez. Voilà, des fois, c'est souvent dommage, voilà, qu'on se rende compte lors du jury que voilà, que si vous êtes connu par ces partenaires et vous n'avez pas, voilà, vous les avez pas informés, ils peuvent vous aider. Vraiment, c'est des personnes ressources sur notre territoire. Et justement, bonne transition, je vais donner la parole, voilà, à ces partenaires. Il y a une question de Sarah Sadi. Elle demande si l'action doit être réalisée dans l'année. En général, oui, l'action doit être réalisée dans l'année. Après, parfois, l'action demande plus de temps. Il peut y avoir des décalages pour différentes raisons qui sont indépendantes de votre volonté. Après, il faut bien nous expliquer, il faut nous faire remonter les choses. Voilà, nous, on a besoin d'un retour. Et puis, s'il y a des difficultés, voilà, on a un échange. Donc, c'est important de… Faut pas faire le mort. Enfin, c'est une expression un peu… Voilà, il ne faut pas faire le mort. Il faut qu'on ait un retour. Et l'action, parfois, demande plus qu'une année. Ou peut parfois être décalée un peu. Oui, surtout que nous, on intervient souvent en premier dans les financements.
Donc, on sait que ensuite, vous allez devoir trouver d'autres sources de financement. Alors, bien sûr, vous allez intégrer des projections dans votre budget, hein. Il faut quand vous construisez votre budget, il faut prendre en compte le fait que vous allez chercher d'autres financements que celui du département. Mais on sait que parfois, ça prend du temps de tout obtenir. Donc, le projet, il peut mettre du temps à démarrer. Et ça, on peut l'entendre, et surtout dans cette période. On va passer la parole à nos partenaires. Anna, est-ce que tu veux commencer? Pas de souci, je peux commencer. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Anna Taïb, chargée de financement ESS chez Val-de-Marne Actif pour Initiative. Donc, c'est une association basée à Créteil qui est affiliée à deux réseaux, donc, qui sont Initiative France et France Active, qui sont deux réseaux nationaux du financement. Donc, nos missions principales, c'est de faire un peu du conseil sur la stratégie financière, justement sur quel financement aller chercher, comment faire le montage, de mettre du coup en réseau avec les acteurs locaux, que ce soit aussi bien les acteurs publics comme le département, les EPT ou le DLA, ou les banques comme la NEF ou d'autres financeurs, comme vous verrez après avec les cigales. Alors, on finance évidemment les structures dites classiques, les entreprises classiques, mais on finance également toutes les structures de l'ESS, c'est-à-dire les associations, les coopératives et les entreprises qui ont un agrément ESUS. Alors, nos financements, ce ne sont pas des subventions, nous on finance par du prêt un peu classique pour les sociétés commerciales et, bon, je vous simplifie, mais en gros, du prêt à taux zéro pour les associations. Donc voilà, donc après, tout ça va dépendre les montants peuvent dépendre, etc. Et on propose aussi également des garanties bancaires. Donc, ce sont des garanties sur les prêts bancaires pour aider les structures justement à accéder aux prêts bancaires quand il y en a besoin, quand il y a des besoins de gros investissements, par exemple, à faire, ou qu'il y a besoin aussi de trésorerie de démarrage. Les critères pour accéder à ces financements les premiers critères sont assez simples. Il faut évidemment être implanté sur le Val-de-Marne. Il faut que le siège social de la structure soit dans le Val-de-Marne, qu'il y ait la création d'au moins un emploi ou la consolidation d'au moins un emploi, et qu'il y ait une viabilité du modèle économique. Donc voilà, parce qu'on s'adresse à tout type de structure, que ce soit en création, en développement, en rebond. Il n'y a pas de limite d'âge, si je peux dire. Donc, si vous avez plus de questions, vous pouvez me contacter. Je pense que Mylène, tu vas donner nos coordonnées après à tout le monde, tu vas les diffuser. Si vous voulez avoir plus de renseignements ou même si vous êtes intéressé par nos financements, vous pouvez me contacter moi directement. Vous aurez mon mail et mon numéro de téléphone. Excuse-moi, Anna, si tu peux mettre ton lien dans le chat si tu le souhaites aussi. S'il y a un lien pour aller vers Émergence ou bien… Oui, alors il y a Frédéric, mon collègue, qui est là, je vais lui laisser présenter. Super, merci Mélissa. Je vais lui laisser présenter Émergence, effectivement, qui est un programme d'accompagnement qui existe depuis 3 ans. C'est le coordinateur d'Émergence. Donc voilà, moi je suis plus sur la partie financement, je m'occupe un peu d'Émergence. Et je vais laisser Frédéric présenter. Oui, bonjour à tous et à toutes. Alors Émergence, oui, c'est un programme qui est porté par les associations territoriales du réseau France Active en Ile-de-France, dont VMAPI figure et qui s'appelle Émergence. Alors c'est un programme d'incubation de projets d'utilité sociale. Donc en fait, on a des critères qui sont très très proches. On a beaucoup de proximité avec l'appel à projet du département. Alors c'est un programme qui dure 9 mois. Qui va démarrer, là, je vous en dirai un mot, qui se compose en alternance de modules collectifs, de suivi individuel et puis d'événements de mise en relation ou d'interconnexion, qui a pour but de travailler, d'accompagner les projets sur quatre thèmes, qui sont l'utilité sociale, l'ancrage territorial, le modèle économique et la gouvernance. Et il s'adresse à la fois à des porteurs de projets, alors qu'ils soient individuels ou qu'ils soient collectifs, ou à des structures qui sont déjà existantes, donc des associations de loi de 1901 ou des structures commerciales de l'ESS. Alors, on démarre notre 3e édition, là, avec un appel à projet, un appel à candidature qui est déjà en ligne. Donc, je vous mettrai dans le chat les coordonnées de notre site internet sur lequel vous pourrez retrouver cet appel à projet. On organise aussi, pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus,
une réunion d'information collective, je crois que c'est mercredi matin prochain. Donc là aussi, je vous mettrai les liens de connexion. Et puis, pour que vous puissiez à la fois avoir un peu plus d'informations sur cet appel à projet ou sur ce programme d'incubation, et puis sur ces réunions d'information. Voilà. Merci beaucoup. On peut donner la parole à Sidan, peut-être, pour le dispositif local d'accompagnement. Oui, bonjour à tous. Donc, Sidan Ndiaye, je m'occupe au sein de la BGE Adil du dispositif local d'accompagnement du Val-de-Marne. Certaines parmi vous le connaissent déjà. C'est un dispositif national qu'on anime sur le territoire et qui a pour vocation d'accompagner les structures de l'ESS, alors principalement des associations employeurs. Donc, il faut au minimum un équivalent temps plein pour pouvoir en bénéficier, voire s'il y a une création d'emplois, on va dire, imminente pour pouvoir en bénéficier. Et l'idée du dispositif, c'est plus un apport en expertise, puisqu'on va d'abord, avec la structure, faire un état des lieux global de la situation, du fonctionnement, des activités, etc., pour produire avec la structure un diagnostic partagé. Et ensuite, dans un deuxième temps, une fois que le diagnostic a permis de bien clarifier tous les besoins de la structure, on va mobiliser des prestataires externes, donc qu'on va financer au profit de la structure sur des thématiques bien précises qui peuvent être en lien avec un projet stratégique, par exemple, sur la gestion financière, sur la communication, voilà, sur plein de thèmes différents, avec comme idée vraiment d'aider les structures à ce qu'elles puissent se développer, développer de l'emploi et qu'elles puissent évidemment mener leurs différentes actions d'utilité sociale, voilà, on va dire plus sereinement, hein. Donc c'est un dispositif qui est né au début des années 2000 suite aux emplois jeunes, que certains parmi vous peut-être connaissent. Donc c'est vraiment un dispositif qui est là pour appuyer l'emploi associatif et plus généralement, bien entendu, depuis la loi 2014, l'emploi dans l'économie sociale et solidaire. Bon, je pense qu'on aura l'occasion d'échanger et de voir comment ce dispositif peut peut-être se déployer pour votre structure, mais il ne faut pas hésiter, je vais vous mettre mon contact direct et l'adresse le lien pour avoir plus d'informations sur le dispositif. Juste une petite parenthèse, le dispositif, ce n'est pas une association, c'est un dispositif. Donc nous, notre association, c'est la BGE Adil. On est BGE parce que c'est le premier réseau d'accompagnement à la création d'entreprises en France. Et nous accompagnons des porteurs de projets, aussi des porteurs de projets d'économie sociale et solidaire au sein de notre structure. Voilà. Mais là, je suis présent principalement pour le DEL. Merci beaucoup, Sidan. Alors, je répartis la parole un petit peu dans l'ordre des visages que je vois sur la visio. Bérangère, est-ce que tu veux prendre la parole pour les cigales? Oui, très bien. Bonjour à toutes et tous. Moi, je travaille pour l'association des cigales d'Île-de-France, qui est un réseau de clubs d'investisseurs solidaires sur toute la région d'Île-de-France. Actuellement, ça représente une vingtaine de groupes avec environ une dizaine de personnes par groupe. En fait, ce sont des personnes qui décident de mettre en commun un petit peu de leur épargne et qui l'utilisent pour soutenir des projets qui sont plutôt des projets impact social, environnemental ou culturel, qui peuvent être structurés sous le statut d'une entreprise, une entreprise qui peut être coopérative également, une association ou, et je ne sais pas s'il y en a parmi vous, mais des entrepreneurs salariés qui donc entreprennent une activité au sein d'une coopérative d'activité d'emploi.
c'est possible également. Les modalités de soutien des clubs Cigale, comme ce sont des clubs d'investisseurs, c'est qui vont prendre des parts de capital dans une structure si c'est une entreprise. Donc, ils vont devenir actionnaires toujours minoritaires de la structure qu'ils vont soutenir. Quand c'est une association, c'est un apport avec droit de reprise. Donc, comme ça a été dit un petit peu plus tôt, ça ressemble à un prêt à taux zéro et la durée est définie entre le ou les clubs Cigale qui décident de soutenir le projet et l'association. Sur les sommes, c'est plutôt des petits montants. Chaque club est indépendant sur le choix des projets qu'il va soutenir et sur les montants. Mais généralement, on observe que c'est entre 1 000 à 3 000 euros par club et par projet. Mais un projet peut avoir le soutien de plusieurs clubs Cigale. Donc, la fourchette plutôt large, c'est qu'on observe, c'est entre 1 000 et 15 000 euros. Même si rien n'empêche que ce soit plus. Mais vu le nombre de clubs Cigale qu'on a actuellement sur le réseau et l'épargne moyen que chaque club a, voilà, c'est un petit peu les chiffres que ça représente. Donc, c'est un coup de pouce financier plutôt en début, lorsque le projet se lance en création. Les Cigales peuvent être sollicités aussi pour le développement d'un projet, mais c'est vrai que c'est souvent dans les toutes premières phases qui vont intervenir, qui vont être un petit peu comme la plupart du temps, qui vont faire partie un peu des premiers financeurs. Donc, il y a l'apport financier, mais également, ce qui est très important avec les clubs Cigale, c'est l'accompagnement. Ce sont des citoyens, donc des personnes qui ne sont pas investisseurs professionnels, mais qui se forment. Il y a des formations au sein du réseau sur l'investissement, sur l'accompagnement des projets, sur les statuts. Donc, s'ils décident de soutenir votre projet, c'est avant tout pour pouvoir faire un peu partie de l'aventure avec vous, vous accompagner. C'est un accompagnement qui n'est pas organisé autour d'un programme, qui se fait vraiment à la demande en fonction des besoins que vous exprimez, des compétences dont vous pouvez avoir besoin et des compétences que les membres qui font partie des clubs Cigale ont. Voilà, donc c'est vraiment un échange de pair à pair, une sorte de parrainage, un soutien bienveillant, tout en étant un œil critique pour bien sûr vous aider aussi à prendre du recul sur le projet et vous accompagner. Voilà sur le fonctionnement des clubs. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu particulier parce que c'est un circuit court de finances solidaires. Il n'y a pas d'intermédiaire. Alors là, vous me voyez moi qui ne fais pas partie d'un club Cigale, mais qui travaille pour les Cigales d'Île-de-France. Donc, je fais partie de l'équipe salariée. On est deux actuellement dans l'équipe. Ma collègue qui n'est pas présente aujourd'hui, mais vous pourrez être en contact avec elle. Donc, nous, on a pour rôle en fait d'organiser notamment tous les 2 mois un événement qui s'appelle la bourse au projet et qui permet aux projets qui veulent solliciter les clubs Cigale d'Île-de-France de se présenter. Et ensuite, le lien est fait à cette occasion-là. Donc, nous, on disparaît un petit peu et c'est les clubs Cigale qui vont prendre contact avec vous et voir si ils vont vous accompagner et financer votre projet et discuter de ça avec vous, bien sûr, et le co-définir ensemble. Voilà, donc les étapes, si vous voulez solliciter les clubs Cigale d'Île-de-France, on organise des réunions d'information collectives, nous aussi. La prochaine, elle a lieu début mars. C'est le 3 mars. Je pourrais faire passer les informations ensuite. Vous pouvez assister aux bourses au projet en tant qu'observateur ou observatrice au début, si vous le souhaitez. La prochaine, elle a lieu ce samedi, c'est en visioconférence. Et pour candidater à une bourse au projet, donc la suivante, ce sera pour le 31 mars et vous avez un dossier de demande de financement à remplir. Voilà, donc je vais vous envoyer un peu tous ces éléments-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bérangère. Et donc, je rappelle que c'est l'association régionale des Cigales d'Île-de-France qui nous accueille aujourd'hui sur la plateforme et c'est Bérangère qui assure toute la partie technique. Donc, un grand merci. Je vais passer la parole à Antoine pour la nef. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Antoine, je suis conseiller professionnel à la nef, qui est une banque française coopérative et qui est dédiée aux structures de l'économie sociale et solidaire. Alors, comme pour les Cigales, c'est des structures à plus-value environnementale, sociale ou culturelle, qui sont les
les 3 domaines d'activité financés par la nef et qui concerne tout statut juridique. Donc, ça peut être une association, une coopérative, un fonds de dotation, une entreprise agréée ESS ou non. Et les services proposés par la nef sont aujourd'hui principalement des services de financement, donc avec des interventions sous forme de prêts, là avec toute la palette de financement des banques traditionnelles. Et aujourd'hui, par contre, la nef n'est encore pas une banque de ce qu'on appelle une banque de flux, c'est-à-dire que vous n'avez pas de compte courant pour les professionnels permettant la gestion quotidienne de votre activité. Alors, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Là, à partir de mi-2021, il y aura un compte courant professionnel qui sera ouvert à toutes les structures de l'ESS. Néanmoins, ce sera un compte courant qui ne bénéficiera pas de carte bleue, pas de moyen de paiement physique. Donc, ça pourra limiter pour certains professionnels son utilisation. Mais en tout cas, c'est un développement qui est dans les années à venir prévu pour que tout professionnel qui le souhaite puisse travailler à 100% avec la nef. Pour la partie financement, du coup, puisque c'est le cœur de métier de la nef, elle intervient sur des structures qui sont en création ou en développement, donc vraiment à tout stade de développement d'une structure. Et pour expliquer peut-être les 2 points particuliers de la nef en tant que banque par rapport aux banques traditionnelles, la première, c'est la transparence, puisque toutes les structures qui sont financées par la nef sont publiques, et vous pouvez voir donc sur le site de la nef quelles sont toutes les structures qui ont bénéficié d'un financement, où est-ce qu'elles sont situées, quelle est leur activité, quel montant de prêt elles ont bénéficié. Et donc ça, c'est le premier point, c'est vraiment un des éléments centraux dans les valeurs que porte la nef. Et puis, le deuxième point, c'est que tous les fonds qui sont prêtés aux professionnels sont collectés auprès de particuliers. Donc, il y a la nef fait un intermédiaire entre les particuliers qui ont de l'épargne et les professionnels qui ont des besoins de prêt. Et le rôle de la nef, c'est juste ce rôle d'intermédiaire, qui est un rôle, je dirais, simpliste d'une banque. Et ce qui permet de ne pas avoir recours au marché financier. Donc, la nef, du coup, ne spécule pas sur les marchés financiers et n'est pas de porosité avec le système financier traditionnel en France ou à l'international. Si vous souhaitez du coup nous contacter pour notamment donc un besoin de financement, eh ben, je vais vous mettre les coordonnées mail sur lesquelles vous pouvez envoyer vos questions, vos documents de présentation pour votre projet, pour nous solliciter. Voilà. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup, Antoine. Avant de clôturer ce tour de table, je voudrais vous rappeler que vous allez être répartis dans des groupes. Et je vois qu'il y a encore pas mal de personnes qui n'ont pas… Mélisande, tu as oublié Proged. Oui, je sais, mais je voudrais que les personnes qui n'ont pas encore mis leur numéro de groupe puissent le faire maintenant. Parce qu'ensuite, on va être redispatché. Donc, il faut que Bérangère puisse avoir votre numéro. Donc, je vous redonne la petite démarche à suivre. Vous allez sur votre vignette. En haut à droite, vous avez 3 petits points dans un cadre bleu. Vous cliquez sur « Renommer » et là-dessus, vous rajoutez un numéro, le numéro qui vous a été envoyé en principe à l'avance par mail. Si vous n'avez pas le numéro, si vous n'avez pas reçu de numéro d'atelier, bon, je pense que Bérangère, tu nous feras un dispatch aléatoire à la fin. Voilà, mais en tout cas, merci à ceux qui ont déjà reçu, parce qu'en fait, si vous avez reçu un numéro, c'est que vous allez être avec le bon interlocuteur de l'équipe, donc c'est utile pour vous. Alors, après ce tour de table de nos partenaires extérieurs, donc je passe la parole à notre collègue Sandrine Mong du service Proged, qui est un service du conseil départemental qui accompagne les associations. Est-ce que tu es là, Sandrine? Oui. Oui. Je suis désolée, j'ai dû changer de pièce et puis il y a beaucoup de bruit au salon.
Alors, je m'excuse. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je m'appelle Sandrine Manque, je suis conseillère technique au service projet. Il y en a beaucoup, je pense, d'entre vous qui nous connaissent. Je reconnais plein de visages, je suis contente. Ça fait plaisir de voir des visages familiers et de nouveaux visages aussi. Le service projet, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, donc on fait de l'accompagnement de la vie associative de manière très généraliste. Donc, quelle que soit la thématique dans laquelle vous agissez, on vous accompagne. Si vous avez une recherche de financement à faire, si vous avez besoin de remplir un dossier, si vous avez besoin d'aide sur, je ne sais pas, une demande d'agrément, si vous avez besoin d'aide pour vraiment tout et n'importe quoi, contactez-nous. Tout à l'heure, Mélisande parlait de réécriture, etc., pour remplir le dossier. Et en fait, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont déjà suivis à Projet et qui ont du coup une conseillère technique attitrée. Vraiment, n'hésitez pas, contactez du coup la conseillère qui vous a attitré, votre conseillère référente, et regardez avec elle le dossier. Je dis elle parce que du coup, on n'est que des femmes. Regardez avec elle le dossier que vous allez déposer aux collègues. Et vraiment, n'hésitez pas à nous contacter pour vraiment tout. Si vous avez une question, la dernière fois, j'ai une dame qui me contactait pour... je suis désolée, il y a beaucoup de bruit. Il y a une dame qui me contactait pour la tenue d'une AG à distance. Eh ben, on vous aide sur ça. On vous demande, je ne sais pas, vous demandez un dossier de sub à la ville, par exemple. Ça aussi, on vous aide vraiment. On vous apporte une aide, quelle qu'elle soit, sur vraiment toutes les thématiques. Donc, pour remplir le dossier, là, pour l'appel à projet ESS des collègues, vous pouvez compter sur nous pour de la relecture. Parfois, il y a juste besoin d'un regard externe, un dernier regard externe avant de l'envoyer aux collègues, et ça apporte vraiment beaucoup. Ensuite, je pense que vous connaissez aussi Projet parce qu'on fait des formations gratuites sur les thématiques de vie pratique, gestion financière, communication et ressources humaines. Et donc, ça peut vous aider en fait déjà dans la montée en compétences, mais aussi en partage auprès des membres de l'association. Et dans les mois à venir, on va développer une partie sur le numérique. Donc, si vous avez besoin d'aide sur en fait, les usages pratiques sur le numérique, on est en train de mettre en place des activités, et on voudrait mettre en place des permanences. On ne sait pas encore par rapport au contexte si on pourra le faire. Donc, des permanences sur, je ne sais pas, vous avez besoin de mettre en place une campagne de financement participatif. On peut le faire, on pourra peut-être le faire tous ensemble à 6 dans notre salle Projet avec nos ordinateurs. Donc, l'idée, c'est de nous contacter, quelle que soit la nature de votre demande. Donc, j'ai dit l'accompagnement, les formations. Vous avez aussi de la communication. Donc, il y a quelques personnes ici qui nous aident à évaluer nos supports de communication actuellement. Donc, on fait de la veille juridique, on fait de la veille actuelle par notre newsletter. On fait aussi un journal papier qui s'appelle Engagé, sur laquelle on parle en fait de thématiques. Donc, on met en valeur des associations. Je vois un commentaire de Monsieur Sekou Magassa. Comment faire pour avoir une référente? Je vous appellerai. Je pense que ce sera plus simple. Je vais mettre nos contacts sur la conversation, mais vraiment, n'hésitez pas. Avec grand plaisir pour vous aider. Merci beaucoup, Sandrine. Je voulais aussi vous présenter une autre collègue qui fait partie de l'équipe ESS du département, avec qui vous allez être en contact régulièrement. C'est Anne. Est-ce que tu peux juste faire coucou pour que, et ouvrir ton micro, voilà, juste pour dire bonjour, pour que tout le monde te voit, parce qu'on n'est pas en présentiel, mais Anne est toujours à la manœuvre avec nous. Oui, bonjour. Moi, je suis collaboratrice sur l'ESS et effectivement, je travaille essentiellement aussi sur les événements, mais comme en ce moment, il n'y a pas d'événements en extérieur,
j'aide les collègues dans l'organisation de l'aide à projet. J'essaye d'être un soutien. Voilà. Non, c'est un précieux soutien. Anne est un précieux soutien. Donc, régulièrement, vous aurez aussi des infos de sa part. Voilà, ça permet de faire le tour un petit peu de l'équipe. Nous avons aussi une collègue, Lauriane, qui est actuellement en renfort auprès de l'équipe et qui fait une formation également. Donc, cette semaine, elle est en formation. Elle ne pouvait pas être avec nous, mais elle participera aussi aux réponses à vos précandidatures et à vos candidatures et à l'instruction des dossiers. Je n'ai pas vu passer beaucoup de questions dans le chat. Alors, est-ce que c'est qu'on a été absolument parfaitement clair ou que vous n'avez pas osé? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des questions sur toute cette première partie, accompagnement, dispositif, critères? N'hésitez pas, avant qu'on passe en atelier pour parler de vos projets. Vous pouvez ouvrir vos micros ou écrire dans le chat. Oui, bonjour. J'aurais aimé savoir si l'aide à la formation professionnelle était considérée comme une avancée au niveau de l'aide à l'emploi pour vous. Alors, ça peut en faire partie. Là-dessus, je dirais que le critère principal, ça va être si votre projet peut déjà rentrer dans un dispositif de soutien par la direction de l'action sociale. Si votre projet fait partie de ce qui peut être pris en compte chez nos collègues de l'action sociale, nous, on n'interviendra pas. Parce que l'idée, c'est qu'on soutienne de nouvelles actions, de nouveaux projets, et notamment des dispositifs qui ne rentrent pas forcément aujourd'hui dans le droit commun. Donc, ça va dépendre, en fait, ça va dépendre un petit peu plus précisément de vos projets. Mais on intègre, bien sûr, l'idée que la formation fait partie des conditions de réussite pour la mise en emploi. Merci. Il y a une question sur les politiques publiques de Lydie Bimon. Rappelez les politiques publiques portées par le département du Val-de-Marne. Il y a pas mal de politiques publiques. Alors, il y a les politiques publiques principales, c'est dans le domaine social, l'action sociale, l'aide sociale à l'enfance, accompagnement du RSA, des allocataires du RSA. Il y a évidemment tout le travail en direction des collèges, puisque le département a la responsabilité de l'équipement, la construction de collèges et aussi des restaurations des collèges, qui sont d'ailleurs un service public facultatif et qui existe partout. Il y a aussi d'autres politiques publiques. Il y a des politiques publiques très actives dans le domaine des transports. Il y a des politiques publiques dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'agriculture aussi. Donc, c'est assez large finalement. Après, ce qu'on ne fait pas, surtout, c'est on n'a pas de mission on n'accompagne pas le développement des structures. Ça, on ne peut plus le faire depuis la loi NOTRe de 2015. Mais on a un éventail de politiques publiques néanmoins assez large. Alors, je ne sais pas si je réponds complètement à votre question. Peut-être il y a aussi l'accompagnement de politiques publiques culturelles. Enfin, voilà, c'est quand même assez large, une mission du département. Les crèches, qui sont un domaine très important, les crèches, la petite enfance, où le département est, je crois que pratiquement, il y a Paris qui est une exception, mais le département, je crois, le plus actif en France sur ces questions-là. Et puis, dans l'économie sociale et solidaire, l'accompagnement notamment de tout le champ de l'insertion par l'activité économique. Ah, vous ne me voyez pas, je suis à contre-jour, je suis désolé. Bon, le principal, c'est de m'entendre. Enfin, ouais, si peut-être pour l'atelier, si tu arrives oui, à bouger un tout petit peu, c'est pas toujours évident. Hein. On est quasiment tous chez nous, alors on fait un petit peu avec les moyens du bord.
Oui, on peut parler aussi de la politique de soutien à l'autonomie, tout ce qui est autonomie des personnes âgées, soutien, accompagnement du handicap, c'est quelque chose, et c'est notamment une dynamique sur laquelle on s'engage un peu plus à partir de cette année, enfin, depuis l'an dernier. La jeunesse, les sports. Finalement, la palette est quand même assez large. C'est tout, en fait. C'est Tout sauf le développement économique, si je comprends bien. C'est à peu près ça. Et les structures ont bien le choix, en fait, dans ce qu'ils peuvent développer comme projet. Donc, il n'y a pas de souci, je pense, à ce niveau-là. Ouais, il y a même, on a oublié, mais j'ai vu quelqu'un sur les questions du logement. Il y a même un travail en direction du logement, sur l'enseignement supérieur et la recherche, sur la santé. Donc, vous voyez, on arrive quand même à avoir des interventions assez larges. Mais effectivement, pas le développement économique. Oui, c'est notre contrainte. Oui, pardon. Excusez-moi, j'aurais souhaité avoir les coordonnées de madame, je crois Anne, qui est dans l'événementiel, s'il vous plaît. Alors, Anne, elle s'occupe de nous accompagner sur les événements que nous organisons, nous. Oui, d'accord. Donc, je vous contacte, vous, oui, d'accord. Mais elle fait partie de notre équipe. Ouais. D'accord, très bien. Merci. Bon, on est pas mal dans les temps. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'aurais une question. Oui. En fait, c'est plus un éclairage. Vous disiez tout à l'heure que ça concernait les nouvelles actions uniquement, des nouveaux projets, on va dire. Voilà. Alors, nous, par exemple, je suis la directrice de l'association Lire pour Vivre. On propose des ateliers socio-linguistiques, d'alphabétisation, d'insertion et d'accompagnement à l'emploi. Sauf qu'au fur et à mesure du contexte, les besoins se font de plus en plus ressentir et deviennent de plus en plus divers et variés. Est-ce que dans le prolongement de nos actions actuelles, une action que l'on développerait pourrait aussi rentrer dans le cahier des charges ? Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, nous avons dernièrement développé en collaboration, en partenariat avec des commerçants, des boulangeries, de la distribution alimentaire. Et par ailleurs, j'ai aussi un projet de, par exemple, créer dans la continuité de nos actions quelque chose qui soit plus ciblé vers les jeunes, vers les enfants de nos apprenants qui actuellement sont en grande difficulté d'apprentissage, qui n'ont pas tous accès au numérique. Voilà, donc je suis en pourparlers avec la mairie, avec la ville pour avoir des locaux, des nouveaux locaux qui seraient vraiment au cœur des quartiers prioritaires. Donc ça, c'est une action que j'envisage. Est-ce que, par exemple, ça pourrait… Alors, elle n'est pas encore du tout… voilà, c'est vraiment à l'étape de projet que j'aimerais néanmoins pouvoir développer pour les week-ends et les vacances scolaires. Est-ce que ça, par exemple… Mais ce serait toujours dans la continuité de nos actions, nous, en tant qu'association déjà existante, avec des actions qui sont déjà bien ancrées. Alors oui, absolument. Là, vous présentez un exemple typique de votre association qui a un cadre d'intervention assez clair. Et là, vous sortez du champ d'intervention habituel pour répondre à des nouvelles problématiques. Donc, pour moi, ça paraît, a priori, ça paraît tout à fait rentrer dans les clous de cet appel à projet. En plus, vous rentrez très, très bien dans le contexte actuel. On est sur des publics prioritaires. Donc, voilà, ouais, pour moi, ça me paraît très intéressant. Par contre, deux petites précisions. Sur l'état d'avancement de votre projet, on va quand même, comment dire, nous, on va financer si vous êtes prêt à démarrer. Donc, ça veut dire que, enfin, là, vous êtes dans une action qui débuterait. Donc, on est sur le volet 2. Donc, on va vous financer si vous êtes prêt à démarrer. Ça veut dire que d'ici le rendu final de votre dossier autour du 15 mars, il faudra que vous ayez vraiment consolidé toute la réflexion, que vous ayez bien identifié votre budget, bien identifié tous les partenaires, etc.
Sinon, malheureusement, vous ne pourrez pas être sélectionné cette année. La deuxième petite limite, c'est sur le local. On ne pourra financer que des projets qui ont déjà obtenu un local ou qui ont vraiment une promesse de bail, parce qu'on se rend compte que quand on finance un projet et qu'il n'y a pas encore de local, malheureusement, parfois, c'est des dépenses qui sont attribuées à un acteur et qui ne sont pas utilisées dans l'année ou même dans les 2-3 ans. Et du coup, c'est dommage parce qu'on aurait pu financer un autre projet qui était prêt à démarrer. Oui, là, je pense qu'il n'y aura pas de souci. La convention est en cours de signature. Et je dirais même que nous pourrions mener cette action dans nos locaux ici actuellement, sauf que je souhaite m'intégrer davantage dans les quartiers prioritaires pour vraiment aller toucher le public au plus près et notamment les enfants. Vous êtes sur quelle ville? Orly. D'accord. Très bien, super. Merci en tout cas pour votre réponse. Je vous propose de passer, donc Bérangère, si tu veux bien commencer à faire le dispatch. Si ça vous va, on va s'accorder 3 minutes de break le temps que Bérangère fasse le dispatch. Vous faites ce que vous avez à faire pendant les 3 minutes. Ça permet de se faire couler un café ou autre. Et puis, du coup, vous allez retrouver Philippe, Mylène, Anne et moi en atelier avec chacun un ancien lauréat qui pourra témoigner. Et là, on va pouvoir échanger un petit peu plus concrètement. L'idée, c'est qu'on se donne... je pense qu'on peut rester quand même sur 40 minutes. J'espère que ça ira pour vous si on tient jusqu'à midi, parce qu'on est vraiment très nombreux, on est 75. Donc même 3 ateliers, ça fait encore du monde. Bérangère, ça te paraît possible? Oui, de mon côté, les groupes sont prêts. Donc même si vous voulez qu'on commence maintenant, c'est possible. Après, s'il y a la pause avant, aucun problème. Je les démarrerai dans 3 minutes. Donc comme vous préférez. Je pense que tu peux commencer le dispatch et puis donc on va se retrouver progressivement dans l'atelier. Je pense qu'on aura une alerte à la fin des 40 minutes, 1 minute avant ou quelque chose comme ça, qui va nous dire c'est la fin de l'atelier. Je vous préviendrai. D'accord. Du coup, je prévois 40 minutes et je vous préviendrai peut-être même 10 minutes avant la fin. Ah, super. Ensuite, vous aurez des messages, ouais. Super. Et du coup, après, on se retrouvera peut-être en plénière juste pour se dire au revoir. Très bien. Alors, on s'accorde 3 minutes de pause et on se retrouve en atelier. Et encore merci à Bérangère. Avec plaisir. Donc, vous allez, normalement, ça va être automatique, mais il faut juste que vous cliquiez sur une petite fenêtre qui va apparaître pour accepter de rejoindre la salle sur laquelle vous êtes. Merci. À tout de suite. À tout de suite. Et tu as une autre, Malika. Je désactive. Arrêtez là. Ah oui, d'accord. L'hôtesse vous invite à rejoindre les salles de conférence. Qu'est-ce que non, mais c'est pas tout de suite, non, parce que tout le monde est parti là. Tout le monde est parti. Non, ce qu'il y a, c'est ce qu'ils m'ont dit tout à l'heure. Et à part, si tu as parlé, je parle par exemple du discours de l'animation sociale, tu ne marches pas sur les plateformes de la zone. Non, parce que ça sera encore plus mal. J'ai rencontré aussi pour ça, Laurent.
plutôt avec des partenaires, avec des associations générales, c'est-à-dire des petites associations qui proposent des danses, des choses comme ça. Mais c'est essentiellement à condition d'abord de